Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Graal. Bonjour, je suis Cécile Blin. Soyez les bienvenus sur RH Bordeaux. Donc c'est un nouveau podcast que nous vous proposons et notre idée est de donner la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Cécile, peux-tu nous dire quelques mots du déroulement de chaque épisode ? Avec plaisir, Loïc. Ces épisodes auront lieu 2 jeudis par mois. Nous rencontrerons un professionnel qui nous partagera à la fois ses réflexions et son expérience sur des thèmes précis. Donc j'imagine que nous aurons une liste fournie, aussi bien dans les thèmes classiques des ressources humaines que dans des thèmes plus novateurs appartenant à l'actualité. Et quel est l'intérêt pour nos auditeurs de suivre chacun de nos épisodes ? Ce sera l'occasion de nous questionner, de valider ou non notre approche professionnelle. Et puis surtout, je pense que ce sera l'opportunité d'élargir notre horizon. Merci Cécile de ces mots de présentation. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de la fonction de DPO, Data Protection Officer. En bon français, on parlerait peut-être de délégué à la protection des données personnelles. Pour parler de cette question, je suis en compagnie de Yves-Marie Valadon. Bonjour Yves-Marie. Bonjour Loïc. Alors, Yves-Marie est à la fois DSI et DPO pour Transisia Solutions Emploi, un acteur bordelais que vous connaissez bien, un acteur du recrutement, donc qui manipule aussi de la donnée sensible, puisque c'est de la donnée qui a trait au CV ou à la paye des personnes sous contrat. Alors Yves-Marie, première question, DPO, est-ce une nouvelle fonction ? Est-ce un métier émergent ou est-ce une nouvelle appellation que l'on connaît depuis peu ? Nouvelle fonction, oui, puisque jusqu'à présent, la sécurité informatique de l'entreprise était importante, mais la donnée personnelle était quand même pas considérée de façon aussi forte. Métier émergent, oui, certainement, puisque le métier de DPO se professionnalise. Une entreprise a le droit de faire appel à un DPO externe, donc le métier de consultant DPO se développe. Appellation différente de quelque chose qui existait déjà, alors peut-être, suivant la philosophie initiale de l'entreprise. Si l'entreprise était très attentive à la qualité et à la protection des données personnelles, ce n'est qu'une transformation. Si elle ne l'était pas, évidemment, c'est une nouvelle fonction. Et en ce sens, la protection des données ou de la data ou des données personnelles par rapport à la sécurité informatique en général, comment tu peux nous préciser les choses et la ligne de partage des eaux ? Alors, l'un va dépendre de l'autre. Bien évidemment, on héberge des données personnelles. Chez Transisia, on n'a pratiquement que ça. On a à la fois les données personnelles de nos salariés internes, faut pas l'oublier. On a les données personnelles de nos clients. On a les données personnelles de nos candidats, de nos salariés intérimaires. Une donnée personnelle, très rapidement brossée, c'est le nom, le prénom, l'adresse mail, la photo, ça souvent on peut l'oublier, et tout un tas d'informations qui permettent de retrouver ou d'identifier ou d'affiner la connaissance de quelqu'un. Et ces données personnelles, elles doivent être détenues par une entreprise, comme Transisia, exclusivement avec l'accord explicite de la personne à laquelle elles appartiennent. Sont exclus de ces autorisations certains organismes d'État, notamment la police, mais pour une entreprise privée, la donnée personnelle doit être protégée. Donc déjà, ça va dépendre d'un système informatique sécurisé, de données qui sont hébergées dans des lieux connus, sécurisés, mis à jour, etc. etc. Donc ça, pour beaucoup d'entreprises, ça a été quand même une sacrée évolution de voir apparaître le RGPD en 2018, puisque ça a posé la question, où sont mes données, qu'est-ce que j'en fais, et comment elles sont traitées, qui les voit. Et ça a vraiment été des questions qui ont été posées aux responsables d'entreprise ou aux employés des entreprises, en se disant, oui, ok, on a des infos personnelles, qu'est-ce qu'on en fait, où elles sont. Sans oublier que la donnée personnelle, c'est à la fois de la donnée numérique, mais c'est aussi de la donnée papier. Vous détenez un dossier sur un candidat, vous avez un CV, cette feuille de papier est régie par les articles du RGPD que l'on peut trouver en ligne.
Ça répond à la question? Ah, bah, tout à fait. Tout comme le contrat de travail de n'importe quel salarié ou CDD pour l'été, quoi. Parce que moi, j'ai vu, on avait coutume à les stocker dans des armoires avec des petits rideaux en plastique dans un bureau fermé, mais qu'on peut crocheter facilement. Donc, moi, il y a 30 ans, la sécurité, on parlait plus de confidentialité des dossiers du personnel que de sécurité des données personnelles ou de protection des données personnelles. Donc, on voit bien qu'il y a une mutation. Alors, il y a une évolution parce que d'une part, les données doivent être sécurisées, mais l'évolution du RGPD a été aussi de faire prendre conscience que une adresse mail, une photographie, un CV papier faisait partie d'une donnée personnelle et qu'elle devait être détenue à la fois avec l'autorisation explicite de la personne et elle devait être sécurisée sur l'endroit où elle était positionnée, qu'il s'agisse d'un serveur informatique ou qu'il s'agisse d'une armoire, d'un tiroir. Il est impensable aujourd'hui d'avoir par exemple un dossier du personnel qui va rester sur la photocopieuse qui est dans le salon d'accueil qui reçoit des personnes extérieures à l'entreprise, par exemple. Et donc la fermeture des dossiers, la sécurisation des données, c'est important. Autre volet important, c'est que pour les employés des entreprises, de la fonction RH, mais pas que, ça a été une vraie prise de conscience. Oui, l'image d'une personne, la photo d'une personne, c'est une donnée personnelle qui doit être protégée, dont l'entreprise est responsable si elle la détient, et doit mettre tout en œuvre pour qu'elle reste confidentielle et doit bien avant tout avoir l'autorisation de la personne pour les détenir. Par rapport à l'entreprise, j'imagine que ça a généré des activités supplémentaires. Pour Transitia, de ce que vous envoyez, de l'utilisation des données, c'est quelque chose qui est chronophage, qui a bouleversé un peu les activités de vos permanents. Alors ça a été une mise en place sur les outils numériques. Par exemple, aujourd'hui, nous publions des annonces, les candidats vont répondre à ces annonces et sur le process numérique qui les conduit à nous apporter par voie numérique leur dossier, donc leurs données personnelles. Il y a une case à cocher, il y a un lien qui explique très bien ce que l'on fait des données et quelles sont les différentes étapes de traitement que ces données vont subir, et une case à cocher où la personne accepte la détention de ces données personnelles par Transitia à unique fin de mise en relation avec une entreprise finale, cliente de Transitia, pour avoir accès à une mission d'intérim ou un recrutement. Donc ça, c'est très clairement mis en place. De même, sur les dossiers papier sont signés par les candidats quand ils nous rendent visite aux agences de façon à ce qu'ils nous certifient qu'ils nous confient leurs données personnelles, ils en ont pleinement conscience et ils sont d'accord. Donc ça a pris du temps au départ. Après, au quotidien, non, c'est pas très chronophage. Et ça a été mis en place une seule fois. Ce qui a été le plus chronophage, c'est de faire en interne une succession de réunions, d'explications pour définir la donnée personnelle, voir quel était le rôle de chacun pour la manipulation des données, ce qu'il fallait en faire, comment, en cas de contrôle de l'autorité, par exemple de la CNIL, quel dossier on avait à fournir à ce moment-là, quelle était la conduite à tenir dans la mesure où un candidat nous demandait l'effacement de ces données, comment on pouvait lui certifier, etc. etc. Donc ça a été, parce qu'il a fallu le faire par différentes étapes. Le RGPD, c'est long, hein, c'est complexe, c'est du droit européen, il y a des circulaires dans tous les sens. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Quel est le traitement que l'on en fait? Concernant les partenaires, quels documents doit-on obtenir dans la mesure où on va confier à un acteur externe, un sous-traitant, une mission particulière de stockage de nos données? Comment il faut donc intégrer ça dans un document unique que l'on tient à disposition des autorités qui pourraient le contrôler? Donc tout ça, ça a été extrêmement long, tant pour moi, DPO, avec le soutien du gérant d'entreprise, pour mettre ça en place, continuer à le faire vivre, parce qu'évidemment, une entreprise, c'est des sables mouvants.
Donc on va changer de prestataire, on va modifier certains traitements. Donc tout ça en temps réel, il faut le mettre à jour. Donc ça, c'est très chronophage pour pour le DPO. Après, le démarrage a été assez difficile. L'explication, et j'ai vu des regards étonnés. Ah oui, ça aussi, l'image, il faut faire attention, le dossier papier, il faut le ranger. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qu'il a fallu mettre dans la tête des gens qui travaillent avec nous. Et j'ai préféré le faire de façon saupoudrage plutôt que de faire une grande réunion RGPD. Et on refait des mises à jour au fur et à mesure. Et après maintenant 3 ans, puisque mai 2021, on va fêter le 3e anniversaire de la mise en place du RGPD, je constate qu'il y a des réflexes RGPD qui existent. On a eu quelques demandes d'effacement des données que l'on détenait, auxquelles on a répondu suivant la procédure qu'on a mise en place, c'est-à-dire qu'on supprime les données et puis on en donne confirmation. Donc ça, aujourd'hui, c'est bien maîtrisé par l'entreprise et les collaborateurs. Et voilà, donc chronophage, oui, mais pas plus. Alors tu le disais, le RGPD, ça fait 3 ans. Quel est, toi, ton regard de DPO sur ces 3 années? Alors on va scinder ça en deux. Au niveau professionnel, oui. La prise de conscience de la donnée personnelle que l'on traitait, alors certes avec l'épée de Damoclès d'une possible amende de 4% du chiffre d'affaires, etc., etc., j'ai vu un changement au niveau professionnel. À peu près dans toutes les entreprises, celles dans lesquelles j'agis, et puis aux alentours en discutant avec certains collègues. Donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est gagné. Après, quand on sort du contexte de l'entreprise, la conscience de la donnée personnelle pour le citoyen, la personne lambda avec son boulot d'un côté et puis sa vie personnelle, son ordinateur, son smartphone, etc. On joue un peu aux montagnes russes. Il y a eu un véritable événement, c'est l'affaire Snowden, qui tout d'un coup a fait prendre conscience à une partie de la population, ah, nos données sont un peu partout et ouais, peut-être que c'est quand même un petit peu dangereux. Et puis l'affaire est retombée. Et puis les grandes entreprises du numérique sont assez rusées. C'est sûr qu'aujourd'hui, un smartphone d'une marque couleur pomme ou d'une marque couleur petit robot vert, c'est tellement pratique, c'est tellement facile. La majorité des gens sont retombés dans une utilisation instinctive avec la création de comptes, avec le transfert de toutes leurs données vers on ne sait pas quoi en fait. Puisque le cloud, les ordinateurs des GAFAM, ben, c'est des ordinateurs qui sont chez eux avec des conditions d'utilisation qui sont très longues à lire et qui en fait, quand on les regarde dans le détail, autorisent tout. Ils peuvent absolument tout faire. Google peut lire vos mails. Apple a votre position en temps réel. Et votre position en temps réel, c'est dangereux. Apple est capable de dire à une société d'assurance si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur, puisque vous géolocalisez votre smartphone, vous vous déplacez avec votre smartphone sur des routes dont la vitesse moyenne est connue. Donc est-ce que vous roulez trop vite ou est-ce que vous roulez en dessous de la vitesse? Est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais conducteur? Il serait potentiellement capable de donner l'information à une société d'assurance. Point de suspension. Donc pour revenir à ce qui nous intéresse, il y a eu l'affaire Snowden, une prise de conscience, et puis un certain délitement, et puis d'autres affaires qui sont arrivées, et aujourd'hui un contexte international un petit peu tendu, qui fait quand même penser que les gens peuvent reprendre conscience que la donnée personnelle, leur vie, c'est peut-être pas nécessaire de le montrer à tout le monde. Un reportage récent, là, donc nous sommes au mois de mai 2021, un reportage récent sur Cage Investigation vient de reprendre à peu près tout ce qu'il est possible de faire de la part des GAFAM, mais pas que, y compris des sociétés qui traitent de la donnée de façon importante. Je pense par exemple à une grosse entreprise américaine qui collecte de la donnée de santé. Ce reportage est passé, je pense qu'il est en podcast aujourd'hui, donc il y a peut-être, j'en entends parler autour de moi, une nouvelle reprise de conscience que la donnée personnelle, sa vie, c'est peut-être pas la peine de la donner à tout le monde. Alors l'avantage du RGPD a été de faire prendre conscience.
La deuxième étape, ça a été de mettre en place dans les entreprises qui utilisent de la donnée avec une épée de Damoclès quand même relativement forte, des procédures aujourd'hui qui sont dans le sens de la protection personnelle. Et les services des ressources humaines ont eu beaucoup de boulot par rapport à ça. Ça a été l'occasion, je pense, pour pas mal d'entreprises d'avoir un rapprochement entre les DSI, les services informatiques et les ressources humaines, et aussi les autres services de l'entreprise qui traitaient de l'information personnelle. Ça va de l'hôtesse d'accueil de l'entreprise jusqu'au responsable d'un département technique qui va à un moment donné recevoir des candidats ou avoir dans sa base de données des contacts clients. Enfin bon, voilà. Donc à tout ce niveau-là, ça a permis de dire attention, c'est une donnée personnelle, c'est sensible, c'est fragile, ça doit rester dans l'entreprise, ça doit être protégé et surtout l'entreprise court un gros risque si un jour ces données sortent de façon impromptue. Piratage, vol de données, etc. Et il y a une grosse amende à la clé qui peut mettre l'entreprise en danger. Donc tout ça, ça a été le côté positif. Maintenant, ce que je regrette, je parle plus en mon nom personnel, c'est de voir qu'après 3 ans de mise en place, on est dans une situation assez déséquilibrée. Il suffit d'aller sur Internet, sur le site de la CNIL, de voir les dernières informations des entreprises qui ont été sanctionnées, qui ont été rappelées à l'ordre. Donc certaines avec beaucoup de justesse, hein, quand une base de données complète de clients s'échappe d'un grand groupe de hôteliers français, évidemment c'est pas normal. Et c'est, je dirais, normal que l'entreprise soit sanctionnée et sanctionnée par rapport aux règles du RGPD. La seule limite, c'est que quand l'on ramène ces éléments-là à l'individu personnel, chez lui, dans sa vie privée, et que des actions essayent d'être menées contre les géants du numérique, là, il n'y a plus trop d'interlocuteurs. J'inviterai les auditeurs à aller faire un petit tour sur un site de la Quadrature du Net. Ils viennent de publier l'histoire complète de leur relation avec la CNIL, de la CNIL avec l'équivalent de la CNIL en Irlande, sur le problème de la donnée personnelle confiée aux GAFAM, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils détiennent, dont on ne sait pas exactement ce qu'ils en font. Et là, il n'y a pas de réponse. On est dans un flou artistique, on joue la montre. Donc de là à penser à la fois que les lobbies jouent bien leur rôle, pour la mise en place du RGPD, une société comme Google a dépensé 15 millions d'euros de lobbying auprès de l'Assemblée européenne. Donc on voit à quel point ils ne voulaient pas de ce règlement européen. Et on peut peut-être deviner aujourd'hui ou penser que la situation de recul des actions menées par la CNIL vers ces GAFAM serait peut-être sous-tendu à ces lobbies, voire des décisions politiques, peut-être. Donc ça, je dirais que c'est le côté dark un peu du RGPD où pour cibler les entreprises, on met des choses en place et on les exécute. Quand on est dans un domaine un peu plus général, on se dit oui, donner une autorisation ou un refus quand on visite un site pour avoir des cookies sur son navigateur internet, c'est une loi qui devait être immédiate à la mise en application du RGPD, mais la CNIL dit gentiment vous avez 3 ans pour le mettre en place. Et aujourd'hui, ces 3 ans sont consommés, et il suffit de surfer sur internet pour voir qu'on a quand même assez peu d'entreprises qui vous proposent à l'ouverture de leur site vous en voulez ou vous n'en voulez pas, d'une façon explicite, sans avoir besoin d'aller sur une deuxième page pour autoriser ou refuser une succession de cookies, etc. Donc on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors c'est un avis personnel et un constat que je fais comme utilisateur de l'Internet. Mais est-ce que quelque part, il ne faudrait pas renforcer le RGPD, y compris dans l'autorité qui l'applique, qui a la responsabilité de l'appliquer en France, et mettre un petit peu plus de RGPD dans le RGPD d'une façon générale. Mais pour l'entreprise, je pense qu'on a gagné quand même beaucoup. Merci Yves-Marie. On a vu donc RGPD, données personnelles et entreprises, données personnelles et tout un chacun, et la personne,
Et pour conclure, moi je te poserai une question par rapport au contrôle que l'on a sur nos données, et notamment que deviennent nos données post-mortem. Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas, puisque très peu d'entreprises, en fait, vont supprimer vos données quand ils n'ont pas de nouvelles de vous. Je fais une petite aparté sur des logiciels professionnels utilisés en particulier sur les départements RH. Certains ont une fonction d'anonymisation des données antérieures à une certaine date. Par exemple, 3 ans. Au-delà de 3 ans, les données personnelles que vous détenez peuvent être anonymisées. C'est-à-dire que quelque part, elles vont rester dans la base de données du logiciel, mais quelqu'un qui sera l'utilisateur opérationnel du logiciel ne pourra pas y avoir accès, hormis celui qui, par un code, pourrait remonter dans l'historique. Et donc ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que d'une façon légale, on est quand même, en tant qu'entreprise, sur des contrats de travail, sur certaines choses, sur des bulletins de paye, obligé de conserver des données sur un temps relativement long. Donc cette anonymisation est intéressante. Maintenant, je disparais de la planète Terre demain, vont être informés des organismes d'État. Maintenant, toutes les entreprises auxquelles on a confié des données personnelles, des cabinets de recrutement, des entreprises où on a consommé, des réseaux sociaux, on ne sait pas ce que ça devient. Soit la personne a donné des consignes à des héritiers, mais ça veut dire avoir une possibilité d'avoir accès au profil pour le supprimer éventuellement si c'est possible de le faire. Mais aujourd'hui, ça reste un flou. Dans la mesure où le RGPD impose aux entreprises qui détiennent de la donnée personnelle de ne pas les garder au-delà d'une certaine limite, normalement, vos données disparaissent. Je meurs aujourd'hui, j'espère que dans 3 à 5 ans, les données que j'ai chez tel réseau social, tel fournisseur de mail devraient disparaître. Mais c'est pas une certitude, ça resterait à vérifier. Alors maintenant, juste pour l'humour, mais je pense que c'est de l'humour que l'on pourrait aisément vérifier, je pense qu'un réseau social ou une entreprise qui achète de la donnée chez les GAFAM va savoir que vous êtes mort. Parce que les informations que vont peut-être publier les gens qui vous sont proches sur ce réseau social, votre absence pour la réception de mails, pour la commande, pour le forward vers vos amis, etc., de certaines informations, va bien évidemment fortement se tarir. Et donc, les algorithmes aujourd'hui vont être capables de savoir qu'à partir d'un moment où vous avez une baisse d'activité à ce niveau-là, certainement c'est que vous êtes parti. Donc vous avez disparu et peut-être qu'à ce moment-là, ils vous supprimeront. On est dans la même situation que le monsieur qui a appris sur un réseau social que sa fille était enceinte, avant qu'elle ne lui ait annoncé, tout simplement parce qu'il commençait à recevoir des cadeaux pour faire des cadeaux à un nouveau-né. Et donc il ne comprenait pas trop sur le réseau social pourquoi il recevait ces informations-là. Il a fini par poser la question à sa fille, mais qu'est-ce qui se passe? T'attends un bébé? Oui, j'attends un bébé, comment tu le sais? Je sais pas, j'arrête pas de recevoir des publicités pour de la layette, pour des cadeaux, pour des nouveau-nés. Bien, écoute, merci beaucoup Yves-Marie pour ces éléments de réflexion. Merci Loïc, à bientôt et bonne journée à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter. Et faites attention à vos données, parce que on dit quand c'est gratuit, le produit c'est vous. Et quand c'est gratuit, c'est que vous travaillez pour eux. Cet épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des idées, des éléments de réflexion. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. À ce sujet, Loïc, est-ce que tu pourrais préciser pour nos auditeurs par quel biais ils peuvent effectivement nous laisser les commentaires? Alors pour laisser des commentaires, il suffit de se rendre sur la page web du podcast, que vous trouverez très facilement en tapant les mots-clés podcast RH Bordeaux, soit sur le web directement, soit sur LinkedIn. Merci pour ces précisions, Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci de partager un maximum cet épisode, sans modération aucune, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la suite des aventures sur RH Bordeaux. Merci Loïc. Merci Cécile.